Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Média Pro qui décrypte pour vous l'actualité médiatique audiovisuelle de la semaine. Ce soir, bien sûr, on va rester sur l'actualité, sur la guerre à Gaza et on va aborder ce soir le traitement médiatique des médias anglo-saxons. Avant de commencer le débat, on va regarder un reportage qui a été réalisé par la Radio-Canada, la télévision canadienne, sur justement le métier de journalisme dans la bande de Gaza en plein conflit. Transmettre l'information à tout prix. Ces journalistes couvrent la guerre entre le Hamas et Israël à l'intérieur de la bande de Gaza, parfois même au péril de leur vie. L'ampleur des raids aériens n'a épargné personne, se désole ce reporter. De nombreux journalistes ont été tués par ces frappes israéliennes dans la bande de Gaza, dit-il. Déjà 29 reporters sont morts depuis le début des hostilités, selon le Comité pour la protection des journalistes. Reporters sans frontières confirment qu'au moins 12 d'entre eux sont morts dans l'exercice de leurs fonctions. En Ukraine, il y a des lignes de front. En Gaza, c'est vraiment enfermé. Les journalistes qui sont à Gaza ne peuvent pas s'éloigner, ne peuvent pas se protéger. Même quand ils rentrent chez eux le soir, ils sont toujours dans des zones très dangereuses. Ce qui en fait le territoire le plus dangereux au monde pour la couverture médiatique. Il faut se rappeler que les journalistes sur le terrain sont la première ligne de défense contre la propagande et la désinformation. Et c'est eux qu'il faut protéger pour pouvoir lutter contre la désinformation. Les journalistes à Gaza travaillent dans des conditions difficiles, parfois privés d'eau, d'électricité ou de connexion Internet avec le reste du monde. Plus d'une fois, nous avons dû évacuer et laisser les caméras tourner sans surveillance, indique Wissam Yassine, parce que les bombardements étaient partout autour de nous. Reporters sans frontières estiment qu'une cinquantaine de salles de presse ont été bombardées. Les bureaux d'Al Jazeera et de l'Associated Press n'ont pas été épargnés. C'est probablement lié à l'impact profond des médias, soulignait le chef de bureau d'Al Jazeera à Gaza au moment des frappes. Mais quelques jours plus tard, il apprendra la mort de son fils dans de nouveaux bombardements israéliens. Selon John Kirby, rien n'indique qu'Israël s'en prenne volontairement aux journalistes. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a aucun effort, aucun souci pour épargner les journalistes pour le moment. Ciblage médiatique ou victime collatérale, difficile de statuer dans le brouillard de la guerre. Ici Jean-Philippe Hughes, Radio-Canada, Montréal. Alors, si nous avons voulu commencer cette émission avec un reportage de Radio-Canada, c'est essentiellement à cause de la situation catastrophique et dramatique des journalistes à Gaza, essentiellement des journalistes palestiniens. Plus d'une centaine ont perdu la vie depuis le début de la guerre et aujourd'hui, nous avons assisté à la mort du fils de Wael Dahdouh. D'ailleurs, on va regarder une vidéo du départ de son fils à sa dernière demeure, puisque le père a perdu presque toute sa famille. Il lui reste, je pense, qu'une fille à ses côtés. On regarde ce petit reportage et on revient au débat.
في الاولاد معلش. Voilà, c'était Wael El-Dahdouh, le chef du bureau d'Al Jazeera à Gaza, qui a été sûrement le journaliste le plus touché dans cette tragédie. Il a perdu pratiquement toute sa famille. Il a été ciblé à 2 reprises. Une fois, il a été ciblé avec son collègue caméraman qui a été tué. Et lui a été blessé. Et son fils, le dernier, Hamza Dahdouh, a été tué dans un raid de l'armée sioniste sur le véhicule qui contenait, je crois, 3 à 4 journalistes. Faisal Matawi, on a commencé les attentats ciblés contre les journalistes aujourd'hui. Oui, non, ça a commencé bien avant. Israël cible clairement les journalistes. On est déjà à 107, le chiffre, je pense que c'est le nombre le plus élevé de toute l'histoire de la presse. Des chiffres que les organisations de RSF tentent de minimiser. De minimiser ou de remettre en cause. On parle de journalistes dans l'exécution de leurs fonctions. Alors que c'est des journalistes et des fixeurs qui travaillent pour des médias. Donc, oui, automatiquement, c'est des journalistes. C'est des journalistes parce que les médias occidentaux ont peine à entrer. On a vu le reportage de Radio-Canada. C'est rare de rentrer derrière l'ONU. Je voulais insister sur le reportage de Radio-Canada sur justement l'objectivité du média canadien. Les Canadiens sont réputés pour être objectifs et souvent raconter la réalité du terrain. Ils ont retransmis justement, c'est peut-être le seul média anglo-saxon à donner la parole à Wael Dahdouh. Oui, je pense que c'est le seul, parce que... Les médias américains ne donnent pas la parole aux journalistes. Oui, peut-être que CNN, Clarissa Ward, a fait un travail quand même assez respectable, parce qu'elle est rentrée à Gaza et elle a montré la situation dramatique de Gaza. On va le voir justement et dans les hôpitaux aussi. Dans l'émission, le traitement de 2 médias américains, 2 networks, grands networks, CNN et Fox, deux traitements totalement extrémistes. Oui, différents extrémistes. L'un proche de l'État sioniste et l'autre essaie de donner la vérité sur la bande de Gaza. Oui, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de pressions qui sont exercées, y compris sur Radio-Canada. Radio-Canada, on lui a fait presque un procès parce que dans une émission, un invité qui est d'une association pro-palestinienne a utilisé le terme Palestine. Parce que vous remarquez que dans les médias, le terme Palestine a disparu. On utilise maintenant le Hamas, donc on présente comme si le Hamas était un groupe, comme ça armé, détaché de toute réalité historique. D'ailleurs, tous les médias anglo-saxons, c'est Hamas contre Israël. Voilà, et on demande à chaque fois, quand il y a des invités arabes ou des experts universitaires, on leur demande automatiquement est-ce que vous condamnez l'attaque de Hamas? Mais on ne demande jamais à des intervenants occidentaux, européens, américains, dans des débats sur la situation à Gaza, de condamner les attaques d'Israël contre les hôpitaux, contre les écoles, contre les civils, contre les enfants. 11 000 enfants tués à 22 000 morts jusqu'à maintenant. Oui, et donc pour revenir aux journalistes, c'est l'un des chiffres les plus élevés. Je pense que c'est le plus élevé pour une période courte et en temps de guerre. Parce que même en temps de guerre, il n'y a pas un nombre aussi élevé de journalistes tués, ciblés systématiquement. C'est aussi un crime de guerre.
avec Hamza Dahdouh, c'est le fils de Wael Dahdouh, c'est le fils aîné. Il y a aussi Mustafa Thoraya qui est un collaborateur de l'agence France Presse qui a été elle-même ciblée dans un bombardement israélien. On lui a fait un procès parce qu'elle refuse d'utiliser le terme groupe terroriste, parce que c'est la même chose pour la BBC. La BBC aussi, on lui a fait un procès parce qu'elle utilise le terme groupe armé ou un groupe palestinien. Elle n'utilise pas le terme terroriste, parce que là, on fait tout un procès et toute une terreur à ceux qui interviennent à propos de ce mot. Et je pense que Wael Dahdouh est un héros qu'il faut saluer. C'est un homme qui a perdu ses enfants, son épouse, son fils aîné. Et malgré ça, malgré cette peine, il continue à faire son travail. Et je pense que c'est une bête noire pour l'armée israélienne qui tente de l'amoindrir en attaquant sa famille. C'est très lâche. C'est exactement ce que faisaient les nazis à une certaine époque, y compris contre les Juifs en Europe. Parce que ce passé historique, il faut le rappeler. Et je pense que Wael Dahdouh mérite tous les prix, mérite toutes les salutations de la part des professionnels à travers le monde. Justement, en train d'accompagner son fils à sa dernière demeure. On découvre un homme déterminé et résigné et humble, c'est-à-dire qu'il ne flanche pas devant la tragédie. C'est une épreuve difficile. Et il ne flanche pas devant ce drame. Oui, parce qu'on veut... Perdre comme ça sa famille en l'espace de quelques mois. On veut le réduire au silence en attaquant sa famille. Je pense que c'est un cas unique dans l'histoire. On n'a jamais vu ça dans l'histoire. Comment une puissance occupante, qui bien sûr perd tout son droit de se défendre, parce que le terme utilisé, c'est qu'Israël est en train de s'autodéfendre. C'est son droit légitime, dit-on en Occident. Or, c'est une puissance occupante, et du point de vue du droit international, elle n'a pas ce droit de se défendre. Donc c'est la première fois qu'on a un journaliste, on tue ses enfants, presque devant lui, on tue son épouse, toute sa famille, on tente de le réduire, et il continue de travailler. Je pense qu'il mérite toutes les salutations et tout le soutien. L'enterrement, il a pris le micro en train de faire le direct avec la centrale. Il a pris d'un courage, je pense que 2024, si toutes les organisations du monde qui sont honnêtes et objectives ne lui donnent pas un prix, parce qu'il mérite tous les prix, ils auront choisi un camp, et on le sait, on sait lequel. Donc c'est pour ça qu'il faut saluer ce travail, saluer aussi le courage des journalistes, tous les journalistes qui sont à Gaza, qui continuent de travailler malgré un bombardement, malgré un ciblage systématique, parce que le but, bien sûr, de le réduire au silence. Et vous aurez remarqué que le cas de Dahdouh est pratiquement invisible dans beaucoup de médias, notamment les médias américains ou canadiens, français, même français. C'est quelque chose qui est rapporté par les agences de presse, l'agence AFP et Reuters, mais dans les télévisions, on n'aborde jamais cette... Je pense qu'il fait l'objet actuellement d'un documentaire, parce que c'est un petit peu la star de la bande de Gaza. C'est le combat pour la vérité et le symbole justement du combat contre l'oppression et la colonisation. Sofiane Baroudi, vous qui êtes spécialiste un petit peu de la géopolitique et surtout des médias, la politique des médias, cette fissure entre l'Occident et l'Orient en matière de traitement de l'information et aujourd'hui avec la guerre à Gaza est flagrant. On va dire qu'il y a de manière très flagrante déjà une contradiction dans le traitement médiatique occidental par rapport à deux conflits qui sont très proches. En matière temporelle, par exemple sur la guerre en Ukraine, ce qui était matraqué massivement, c'est le droit du peuple ukrainien à la résistance. Et on faisait passer, par exemple, y compris des techniques qui ont été utilisées par le GRU, c'est-à-dire les services d'intelligence militaire ukrainiens, qui sont des techniques terroristes pour attaquer des sites en Russie, pour étant une forme de résistance. Mais pour le cas palestinien, c'est complètement le contraire. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail qui est fait pour faire passer les opérations génocidaires qui sont menées par l'armée d'occupation comme étant, comme l'a dit Faisal par exemple, des procédés de défense, alors qu'il s'agit notoirement et clairement de procédés d'élimination totale et physique pour opérer un déplacement forcé et donc une déportation de la population palestinienne de la bande de Gaza. Et il y a des crimes de guerre qui sont perpétrés à ciel ouvert et pourtant on remarque que l'appareil médiatique s'ingénue et fait beaucoup d'efforts pour essayer justement d'argumenter ou alors de présenter autrement les faits. Parce qu'il y a aussi quelque chose de très important, c'est que les opinions publiques occidentales ont elles-mêmes décrié et critiqué fortement le travail de leurs propres médias. C'est-à-dire qu'ils ont perdu toute crédibilité. Pour la BBC par exemple, il a fallu un mouvement interne
pour que la sémantique soit revue, parce que dès le départ, il y avait un alignement. Sofiane, pour ce qui concerne justement le traitement médiatique américain et nord-américain, si on peut dire, canadiens et américains, aujourd'hui, toute la crédibilité de ces médias anglo-saxons est remise en cause. Exactement, il y avait déjà beaucoup de théories qui remettaient en cause, notamment par exemple aux États-Unis, après les élections de 2020, CNN était considéré par certains milieux comme étant une chaîne qui fabrique le mensonge. Il faut se rappeler que par exemple que CNN elle a coupé un discours du président des États-Unis en direct, ce qui était une première. Ça ne s'est jamais produit. Trump était président en fonction et un discours était coupé en direct. Et donc les milieux pro-Trump, les milieux de droite, on va dire l'Amérique profonde a beaucoup critiqué CNN comme étant une chaîne de l'élite new-yorkaise, une chaîne des grandes villes. La Fox, qui est réputée pour être très pro-sioniste, elle, si vous voulez, a essayé de surfer sur cette vague-là parce que CNN, qui est proche des milieux démocrates, a été obligé d'équilibrer le traitement, c'est-à-dire que de parler aussi des crimes de guerre qui sont perpétrés, notamment de la situation humanitaire, parce qu'il y a une pression interne au Parti démocrate. Et donc, Fox News a essayé, elle, d'aller le plus loin possible en glorifiant, y compris la guerre totale qui est menée contre les civils palestiniens. D'ailleurs, il y a une équipe qui est embarquée de Fox News. Fox News est une chaîne, pour rappeler à nos amis téléspectateurs, qui appartient à l'homme d'affaires Murdoch. D'ailleurs, c'est le même qui a la chaîne Talk TV, on reviendra après. Talk TV, britannique. Qui est en Grande-Bretagne. Qui est très pro-sioniste. Et Fox News, effectivement, depuis le début de la guerre, il y a des documentaires. Ils sont des journalistes embarqués avec l'armée israélienne, carrément. Ils sont le relais de la propagande. On va en parler justement après une pause publicitaire et on revient au débat. Pour revenir justement au débat sur le traitement médiatique des médias anglo-saxons, Reda Harira, justement, cette fissure entre les médias d'Amérique du Nord et les médias du Moyen-Orient ne date pas d'aujourd'hui. Non, elle ne date pas d'aujourd'hui. Elle a commencé depuis presque maintenant 23 ans, aux alentours du 11 septembre 2001. C'est à ce moment-là où il y a eu une vaste campagne de désinformation dans le monde entier qui a été lancée, afin d'accuser un certain nombre de pays, notamment du Proche et Moyen-Orient, d'être responsables de ces attentats-là, alors qu'à aucun moment des preuves nous ont été apportées, que ce soit en ce qui concerne l'Irak, la Libye, l'Afghanistan. Et c'est à ce moment-là où la désinformation a commencé vraiment à prendre le dessus sur la déontologie journalistique. Donc ça a continué par la suite avec, comme on l'a vu également sur d'autres sphères, notamment au niveau de la guerre en Ukraine. Et ça continue toujours avec le conflit à Gaza, où on nous présente toujours le conflit comme si c'était deux adversaires de la même taille qui s'affrontent, alors qu'en fait, il s'agit d'un peuple qui est écrasé par une armée qui n'a aucune légitimité en plus pour venir imposer son diktat sur place. Mais ça, bon, c'est une autre paire de manches. La désinformation, je pense, l'État a commencé bien avant. Elle a commencé lors de la première guerre du Golfe. Vous vous rappelez comment CNN a commencé à relier des informations, 91. Et puis après l'Irak, tout le monde se rappelle de ce passage honteux de Colin Powell, secrétaire d'État américain, qui nous montrait une espèce de petite boîte pour dire, voilà, un flacon pour dire que, voilà, c'est la preuve que le pouvoir de Saddam Hussein avait la bombe de destruction massive. CNN a filmé la guerre en Irak. En Irak, absolument. Et on se rappelle aussi de ces envois faits à partir des hôtels, Rachid à Bagdad, où on parlait de bombardement, on avait même travaillé sur les sons, etc. Donc en matière de mensonges, CNN évidemment est devenu un exemple de ce que peut être un média menteur. Elle a été dépassée depuis pas maintenant, elle est largement dépassée. Non, en matière de mensonges, je veux dire. Fox News a pris le relais. Maintenant, Fox News est une chaîne qui fait le relais de la propagande militaire israélienne. Pour la Grande-Bretagne, ils avaient Sky News. Est-ce que vous pensez, Faisal Mataoui, que CNN se redressait un petit peu dans la ligne droite, parce que avant, elle était plus extrémiste que ça. Oui, parce que, comme l'a expliqué Sofiane, elle s'est rapprochée un peu de ce qu'on appelle les progressistes, les liberals, les libéraux aux États-Unis. Il y a notre chaîne MSNBC aussi qui est un peu, qui a un peu équilibré son discours. Évidemment, parce qu'on a oublié de le mentionner, c'est qu'il y a eu 700 journalistes américains qui ont signé une pétition pour dénoncer l'alignement presque total des médias nord-américains avec les thèses israéliennes.
C'est une pétition qui a été bien sûr ignorée par beaucoup de médias, mais qui a été quand même publiée sur beaucoup de réseaux. Des journalistes de grand nom, de Los Angeles Times, de PBS, de Washington Post, etc., qui ont dénoncé cette attitude, parce que pratiquement ce n'est jamais vu. On donne le point de vue seulement d'Israël et pas celui des Palestiniens. Oui, en fait, dans ce cas de figure-là, la désinformation dans la région, elle a commencé en 1948 avec la première guerre israélo-arabe. Même si pendant en 1948, il n'y avait pas les médias audiovisuels, il y avait seulement les radios. Il y avait des médias qui étaient déjà présents, mais il n'y avait pas la possibilité de pouvoir couvrir et vérifier ce qui se passait sur place. Mais la désinformation a toujours existé au cours de la première, seconde, troisième, quatrième guerre. Donc, ce n'est pas nouveau, mais c'est maintenant qu'on a la possibilité instantanément... C'était flagrant, en 1991, c'était flagrant. C'est à partir de là qu'on a commencé à découvrir c'est quoi un média comme CNN. C'est devenu donc tellement visible. Maintenant, ce qui se passe, c'est que... Et là, vous aurez remarqué que dans tous les débats qu'on voit, dans toutes les télés, c'est comme s'il y a une seule ligne éditoriale, y compris en Australie, avec la chaîne ABC News. Donc, une partie appartient aussi à Murdoch, parce que Murdoch possède presque 30 australiens, il possède 30 à 40% de tous les médias australiens, plus de 140 journaux. Dans les médias, alors on ne parle pas du contexte historique, comme l'a souligné Reda, 1948, la Nakba, les Palestiniens forcés de quitter leur village. Comme s'il n'y a pas de contexte, il y a le Hamas, le 7 octobre 2023, qui a attaqué les Israéliens. Sinon, il n'y avait pas de contexte, on décontextualise un peu la situation et on déshumanise les Palestiniens. Les Palestiniens n'ont pas de visage. Dans les médias occidentaux, dans CNN et autres, vous ne voyez jamais de bébés tués ou des femmes qui pleurent leur bébé. Et donc, c'est un travail qui est fait, c'est un travail qui est travaillé sur l'image, sur la manipulation, c'est une manipulation de masse. Voilà, on va revenir à un incident qui s'est déroulé cette semaine à travers je suppose que vous avez... C'est une chaîne britannique, Talk TV, dans laquelle est passé justement Bassem Youssef un certain temps et qui est réapparu à l'écran. Cette semaine, la journaliste Julia Hartley-Brew accueillit justement Mustafa al-Barghouti, l'un des leaders du mouvement Fatah à Ramallah, et elle a traité d'une manière qui a scandalisé un petit peu le monde des médias. On regarde cet extrait qui vient avant et après justement l'incident et qui a été décrypté par la chaîne égyptienne. On a voulu changer un petit peu de cadre et de montrer un autre média critiquer ou décrypter cet incident plutôt qui a bouleversé un petit peu la scène médiatique arabe et qui a scandalisé surtout le monde de la presse. مذيعة بريطانية هي بتناصر الحزب الجمهوري البريطاني عملت لقاء مع السيد مصطفى البرغوثي كانت تتحدث معه عن القضية الفلسطينية وعن الأحداث. أنا بس عايز أوري حضراتكم إزاي المذيعة دي تعاملت مع مصطفى البرغوثي وإزاي رد فعلها في الإعلام العالمي. يعني بصوا الناس اللي بتتكلم على الإعلام وعلى قواعد الإعلام وقواعد مقدمي البرامج دي بقى عملت قاعدة جديدة لنك. تعالوا نشوف الأول وبعدين نحكم. نشوف. You think that Israel is a democratic country? I know that Israel is a democracy. They have elections. No, this man is now has 4 courts against him because of 4 cases of corruption. This man knows if the war stops, we haven't got time to do the entire history of Benjamin Netanyahu, who is not a popular figure in Israel. I'm not here to defend Benjamin Netanyahu. Mustafa, is it possible to... Whenever I speak about Palestinian rights or Palestinian situation, you claim it is history. I'm talking about what's happening today. No, I know, and this is not history. Can we just... You talked about how you don't want Israel. You're saying Israel that October the 7th happened. You're placing that in historical context. I understand that. Please don't say that again. We don't have time for it. You've made that point 5 times already. I don't know what you have time for. Oh my God! For the love of God, let me finish a sentence, man. Maybe you're not used to women talking. I don't know, but I'd like to finish a sentence, sir.
يعني فاضل دقيقتين وتقول كلام تاني. يعني بتقول له، بتزعق للراجل وبتقول له ايه، انت اصلا شكلك مش متعود تكلم سيدة، بتكلم ضيف كبير، بتكلم رجل سياسي كبير، وقواعد جديدة وضعها الإعلام البريطاني. طبعا هو شكلا انها غلطت مهنيا، لكن مضمونا هو طبعا كلامه تقيل، هو كلامه بيوجع، هو كلامه عارف ازاي يخاطب الإعلام الغربي، هو عايز يقول لها انتوا بتاكلوا بمكيالين. طيب خلونا ناخد الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية. دكتور مصطفى، مساء الخير. مساء الأنوار، أهلا بكم. يعني أنا عايزك معانا بقى تقول اللي أنت عايزه، مفيش حد هيقطعك، نحن نفهم ما تشعر به، وأنا بحييك على الأسلوب وعلى الصلابة، وإنه صوتها العالي أو الطريقة الغير لائقة والتي لا تليق إطلاقا مع الشخصيات العامة واللي اتبعتها هذه المذيعة. بحييك على التماسك وعلى التركيز فيما تقوله، ولم تتأثر ولم يكن لديك أي نوع من أنواع الانفعال اللي خرجك بره الموضوع أو عن توصيل وجهة نظرك. لكن ماذا كنت تريد أن تقول تحديدا في هذه الرسالة، والوقت لك تماما؟ أنا ما أردت أن أقوله وقلته في الواقع، وهذا ما استفزها بشكل كبير، أنه إسرائيل ترتكب 3 جرائم حرب كبرى: جريمة الإبادة الجماعية، وجريمة التطهير العرقي، وجريمة العقوبات الجماعية ضد شعب بأكمله. Voilà, messieurs, comment on traite un responsable, un haut responsable de l'autorité palestinienne à Ramallah, Mustapha Barghouti, qui est très connu, très respecté dans les médias, qui passe pratiquement partout, surtout ces derniers temps, sur un média britannique. Talk TV. Talk TV, qui n'est pas un média public, ce qui est un média privé. J'ai pris de Rupert Murdoch, cette journaliste qui s'appelle donc Julia Brower. Elle a l'habitude de faire ça. Elle a déjà fait scandale. Elle a l'autorité Ofcom qui cherche les régulateurs de médias britanniques. Elle a reçu beaucoup de plaintes par le passé parce qu'une fois elle s'est moquée de la militante écologique Greta Thunberg. Elle s'est moquée de son autisme. Elle s'est moquée aussi. Elle a défendu Colin Powell par rapport à sa position en Irak, elle était pro pour la guerre en Irak, etc. Mais ce qui est un peu scandaleux, c'est qu'elle a tenté, en agissant comme ça, bien sûr, c'est quelque chose qui est banni dans tous les médias, parce que pour nos amis téléspectateurs, un animateur, un journaliste ne doit jamais parler de cette manière, ne doit jamais élever la voix, il ne doit jamais utiliser des termes qui peuvent être relevant du racisme. Moi, ce que j'ai relevé dans la vidéo postée par Talk TV, je me suis amusé à lire les commentaires. Les commentaires faits par... La majorité des commentaires sont contraires. Et c'est généralement des Britanniques ou des Européens, ce n'est pas du tout des Palestiniens ou des Arabes. Alors, un commentaire dit « Je suis vraiment surpris que cette femme ait une tribune pour s'exprimer. Son attitude et ses accusations ne sont rien de plus qu'un discours rhétorique haineux. Elle devrait être bannie. » Une autre femme a commenté « C'est dégoûtant, raciste, discriminatoire, grossier et tout simplement ridicule. Cette femme devrait être licenciée. » Ça, c'est les Britanniques qui le disent. Mais il y a eu beaucoup d'articles dans les médias britanniques qui l'ont descendu en flamme, dans le Daily Mirror, dans le Telegraph. Partout. Alors qu'elle a travaillé un peu dans le Daily Mirror, Telegraph plutôt, qui est un journal conservateur, elle a travaillé dans tous les médias conservateurs. C'est-à-dire qu'elle a choisi son camp. Mais ce qui est scandaleux, c'est qu'elle a commencé, parce que l'interview a commencé par une question. Elle lui dit à M. Barghouti, qui est donc le chef du parti d'initiative nationale palestinienne, est-ce une bonne chose qu'un leader terroriste soit tué? Elle parlait de l'assassinat de Salah al-Harouri. Et comme M. Barghouti a commencé à expliquer qu'Israël a tué une personne en dehors de son territoire, qu'un autre pays, elle a rappelé le contexte historique, elle a commencé à jouer. Il faut préciser, Faisal, qu'au lieu de donner la parole à des représentants de Hamas, ils ont appelé des gens ou des hommes politiques qui représentent un petit peu l'autorité palestinienne de Fatah ou de proches de Mahmoud Abbas. Donc, parfois, ils essayent
de faire tomber ses invités ou ses intervenants pour les opposer à Hamas. Oui, mais c'est une tactique. Mustafa Barghouti, on le salue dans ce sens. Il n'est jamais tombé dans ce piège. Justement parce que c'est une personnalité, justement, le nom Barghouti en soi, et revient déjà dans la presse depuis plusieurs mois, parce que Marwan el-Barghouti, qui est un prisonnier politique palestinien, est pressenti pour être le leader du mouvement de résistance palestinien unifié. Ça, c'est une chose. Parce que bon, il y a des négociations, et Marwan el-Barghouti la revendication du mouvement de résistance, c'est qu'il soit libéré pour qu'il prenne la tête d'un mouvement réunifié. Ensuite, il y a un deuxième Barghouti qui est très important, qui est Naël el-Barghouti, qui est le plus vieux prisonnier politique palestinien et l'un des plus vieux prisonniers politiques au monde. Ça fait 50 ans qu'il est incarcéré. Tu oublies ça, c'est le deuxième. Oui. Mais déjà, c'est deux personnalités très importantes dans le parcours révolutionnaire et dans aussi la volonté de résistance unifiée et unitaire du peuple palestinien. Et donc, ça explique aussi un peu le dédain et le racisme. Parce que ce que voulait faire passer M. Mustafa el-Barghouti, c'est, si vous voulez, des mots d'ordre politique très très simples et très clairs. Premièrement, qu'il y a des crimes de génocide qui sont perpétrés, il y a une épuration ethnique et il y a une volonté de déportation forcée du peuple palestinien. Ensuite, sur l'affaire Salah al-Alouri, ce qui est grave, c'est qu'il y a une tentation pour élargir justement le spectre du conflit. M. Barghouti a demandé à la journaliste, est-ce que vous condamnez l'assassinat de 11 000 enfants palestiniens? Est-ce que vous condamnez le fait que Israël bombarde des hôpitaux et des civils? Parce qu'elle lui a répondu par la question. C'est pour ça qu'elle a pas des questions. Et comme, elle lui dit, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, c'est pas ceci, c'est pas un point de vue. Mais ça, c'est une question qui est devenue automatique. Donc tous les médias occidentaux, et puis, il a la question posée. Barghouti, il est trop calme. Oui, c'est un politique. C'est un politique. Elle a été déjà accusée par des médias britanniques de banaliser le racisme à la télévision. Mais c'est devenu automatique dans tous les médias lorsque on invite un Palestinien ou un diplomate palestinien ou un expert arabe. La question, est-ce que vous condamnez les attaques de Hamas? C'est la même question qui est posée à chaque fois à Jean-Pierre, à Mélenchon. À tous ceux qui soutiennent le peuple palestinien. À tous ceux qui ont un autre discours. Et d'ailleurs, vous avez évoqué les responsables de Hamas. Les responsables de Hamas sont pratiquement interdits d'antenne dans tous les médias occidentaux. Oui, tout à fait. Il est interdit, par exemple, dans les médias canadiens, d'utiliser le terme occupation. On ne doit pas dire occupation palestinienne. Et dans certains médias, aux États-Unis et en Europe, on n'utilise pas le terme Palestine. D'ailleurs, si vous recherchez dans Radio-Canada, vous trouvez les territoires occupés. Il n'y a pas le terme palestinien. Il a disparu, il est remplacé par Hamas. Donc il y a un travail sur la sémantique qui est fait. Et ce genre de comportement s'inscrit dans cette logique, dans la logique murdochienne, parce que Robert Murdoch, qui est un pro-israélien, assumé. Tous ces médias ont défendu les thèses israéliennes depuis le début, depuis très longtemps, depuis les années 80, parce que c'est un maniaque et un peu des médias. Et Talk TV, c'est un retour de Murdoch en Grande-Bretagne, parce que vous savez qu'il a été forcé de vendre Sky News, c'était son première chaîne. Donc il est revenu. Talk maintenant, c'est un immense groupe. Il y a Talk Radio, elle travaille as journaliste, où il y a des journaux, etc. Donc c'est des thèses qui font que les médias occidentaux, en grande partie, ont choisi leur camp depuis le début de la possible controverse. Alors, pour parler justement du traitement médiatique des télévisions américaines, on va regarder deux exemples, deux écoles, l'une de gauche et l'une de droite. Hein, si je peux les définir ainsi. Oui. Républicains et démocrates. Allez. Républicains, proches des républicains, proches des démocrates. Alors, on regarde un extrait sur le traitement de deux chaînes, la CNN et Fox News, sur la guerre à Gaza. On regarde ces images et on revient au débat. We have been trying for many, many weeks now to try to get into Gaza. It has been impossible for us up until Tuesday. We were able to travel inside with some medical volunteers. You don't have to search for tragedy in Gaza. It finds you on every street, strewn with trash and stagnant water, desolate and foreboding. No sooner does our tour begin when... So our ambulance, that's a real life. And this is what you hear all the time now? Yes, at least 20 times a day. At least 20 times a day? Maybe more sometimes. But I think we got used to it. One thing none of the doctors here have got used to is the number of children they are treating.
The UN estimates that some 2/3 of those killed in this round of the conflict have been women and children. 8-year-old Janan was lucky enough to survive a strike on her family home that crushed her femur but spared her immediate family. She says she's not in pain, so that's good. Her mother, Hiba, was out when it happened. I went to the hospital to look for her, she says, and I came here and I found her here. The doctors told me what happened with her. Alert, Israel says they are on the verge of ending major operations in northern Gaza and starting new offensives in the southern part of the region. The IDF is now moving into the neighborhoods of Daraj and Tufa, while the U.S. still tries to help the two sides bring an end to this war. You are watching Fox and Friends First on this Thursday morning. I'm Carly Shimkus. And I'm Todd Pyro. A lot going on in that region that we're going to start feeling right here at home. We're going to get into that with Congressman Corey Mills in just a minute. But first, Trey Yangst has a breaking update on the war from Tel Aviv. Hi, Trey. Yeah, hey, Todd, Carly, good morning. Israeli forces say they are close to completing the high-intensity phase of this war in the northern part of Gaza. Much of their focus over the past 24 hours has been in Gaza's Jabalia neighborhood, where Israeli troops from the 551st Brigade evacuated a group of civilians still in a building. Weapons were found at a school after that evacuation, according to the IDF. With more difficult ground fighting taking place in southern Gaza, the death toll is rising among Israeli troops, with a total of 137 killed since the ground operation began. The Israelis also say they discovered new tunnels in the heart of Gaza City that were used by Hamas leadership. Take a listen. From these infrastructures, they were able to move and spread out in the strip. From the heart of Gaza City, the quarter of the leadership, they were able to go to Shifa Hospital. From it, they live in an ambulance and travel south and return to Shifa Hospital, entering the network to move and go north and move toward Rantisi Hospital. Voilà, c'était justement en caméra embarquée le journaliste de Fox News et pratiquement avec l'équipe ou les troupes de l'armée sioniste israélienne. Donc, il a choisi son camp. Alors que dans le premier extrait, on a vu la journaliste de CNN a pu embarquer avec une équipe et rentrer dans un hôpital de Gaza pour montrer la crise humanitaire et le drame des Palestiniens. Alors, deux traitements totalement opposés. Parce qu'il y a un traitement journalistique, celle de Clarissa Ward dans CNN, parce qu'elle a fait son travail de journaliste, montrer la situation telle qu'elle est. Elle a donné la parole pour la première fois à des victimes palestiniennes. Je pense que c'est les premières images que les Américains ont vues dans cette chaîne. Clarissa Ward a été déjà prise à partie par des manifestants égyptiens qui lui ont fait le reproche de la fameuse influenceuse égyptienne. Et d'avoir choisi de traiter seulement l'angle israélien dans ce drame. Et donc depuis, elle a fait quand même beaucoup d'efforts pour aller voir un peu les Palestiniens. Il faut noter qu'Israël impose beaucoup de restrictions pour les journalistes pour ne pas qu'ils rentrent à Gaza, les journalistes occidentaux notamment. Et certains ont tenté, ils n'ont pas pu rentrer. Et pour Fox News, dès le début, elle a choisi de défendre Israël. Elle défendra bien avant le 7 octobre. C'est une chaîne qui épouse totalement les thèses de Tel Aviv et notamment de Netanyahou. Alors, déjà, le Parti démocrate américain vit quasiment une vraie crise interne parce qu'une bonne partie du Parti démocrate s'indigne profondément de la situation humanitaire et des opérations génocidaires. Et donc, la CNN est obligée de montrer aussi aux partisans du Parti démocrate qu'il y a vraiment une crise humanitaire et que l'administration Biden essaie de faire des efforts pour juguler cette crise-là et pour empêcher l'armée d'occupation de tuer massivement des civils. D'ailleurs, c'est l'un des objets de la tournée d'Anthony Blinken dans la région, une tournée marathon, une tournée très très intensive qui vise d'abord à empêcher une escalade du conflit, mais surtout à apporter les aides humanitaires nécessaires. Et en parlant d'escalade du conflit, Mike Pence, qui est l'ancien vice-président républicain, qui lui est proche des réseaux de Fox News,
lui s'est filmé avec des soldats de l'armée d'occupation à la frontière, à la ligne de démarcation avec le Liban, où il y a vraiment une situation de conflit, mais qui risque de dégénérer. Et il a même signé des obus. Hein. Exactement, il a signé des obus et a montré, c'est-à-dire qu'il y a la volonté du camp républicain de démontrer qu'il y a un soutien total, y compris pour une guerre régionale qui risquerait d'embraser toute la région. Brièvement, on fait ça. Pence a dit, au nom du peuple américain, on vous soutient. Pence ne peut pas parler au nom du peuple américain. Parce qu'il n'est pas en fonction. Les Américains sont allés manifester dans la rue et exprimer leur soutien aux Palestiniens. Voilà, merci Faisal, merci Reda, merci Sofiane. Cette émission consacrée au traitement médiatique des médias anglo-saxons, essentiellement britanniques, américains et canadiens, est terminée. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau décryptage sur Mediapro. Restez branchés sur Al 24 News.